Monsieur le sous-directeur général de l'UNESCO en charge des relations extérieures et de l'information du public, Monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire, Madame le chef du département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation de notre grande maison, Mesdames et Messieurs. Je veux d'abord remercier la Direction générale de l'enseignement scolaire pour l'organisation de ces journées d'échange et de formation. Et particulièrement, je viens de m'en entretenir aussi avec notre ambassadeur, tout particulièrement l'UNESCO, partenaire de ces journées pour la troisième année consécutive. Je salue très chaleureusement les 32 équipes innovantes qui ont été invitées à présenter leur projet. Je tiens à saluer évidemment également, même si elles ne sont pas toutes présentes aujourd'hui avec vous, avec nous, les 467 équipes, c'est réconfortant, innovantes qui ont candidaté pour participer, qui n'ont pas pu être retenues, ainsi que sur l'ensemble de notre territoire, les 2500 équipes pédagogiques qui conduisent des démarches innovantes. J'adresse mes encouragements aux 600 enseignants et personnels de l'éducation qui sont venus se former pendant 2 jours au contact des innovations en cours et à travers eux à l'ensemble de la communauté éducative. Car il n'y aurait rien de pire, ça peut être autrefois un danger, que d'opposer, on peut d'ailleurs toujours opposer même chez nous, ceux qui seraient innovants à d'autres qui ne le seraient pas. L'innovation, d'une certaine façon, dans notre institution, dans l'école française, ça n'est pas une nouveauté. Parce que c'est elle qui, au cours du temps, a toujours alimenté l'ensemble des progrès que notre école a pu réaliser depuis qu'elle existe. Mon ami Antoine Brault, grand historien que vous connaissez de l'éducation, a pu dire au Forum 2012 des enseignants innovants, c'est d'une certaine façon l'innovation qui maintient le système éducatif français à température normale. Au-delà, normale. On doit donc beaucoup à l'innovation. Ça veut dire que sans elle, l'école cesserait d'être le lieu vivant, foisonnant, le lieu de liberté pédagogique, le lieu de conception pour les professeurs, et c'est le respect qu'on doit à leur métier, qu'elle est bien au-delà des préjugés, des a priori ou des représentations que l'on peut rencontrer. Cette histoire de l'innovation, elle compose un certain nombre de manuels, mais elle est liée à des très grands nombres de la pédagogie française. Tous ceux qui, dans le fond, ont voulu révolutionner, améliorer, changer, transformer, développer le rapport toujours essentiel, celui auquel nous devons toujours revenir dans notre propre maison pour mettre la pédagogie à l'honneur, plus que l'administration, le rapport du maître à l'élève, du maître aux élèves, et bien entendu aussi des élèves entre eux. Ce sont des innovations dans les méthodes, ce sont des innovations dans les pratiques, ce sont des innovations dans les comportements, ce sont des innovations didactiques, ce sont aussi des innovations matérielles, comme une lettre, il n'y a pas si longtemps, l'introduction de l'ardoise ou pour nous aujourd'hui celle des tablettes tactiles. L'innovation a toujours été marquée par de grandes volontés politiques. Et c'est difficile de trouver l'équilibre exact entre l'institution et l'innovation. Entre précisément la responsabilité qui est la nôtre, celle de faire avancer pour tous les élèves sur tous les territoires l'école, et en même temps être capable de préserver la liberté, la différence, la capacité
d'inventer. Vous le savez, nous avons le président de la République, moi-même, certains de ceux qui m'entourent et qui sont là, souhaité que notre projet pour l'école, qui est un projet de société à nouveau, soit mis sous le parrainage d'une grande figure, un martyr de notre République, Jean Zé, ce ministre à la fois de l'éducation, mais aussi de la culture, même si on disait autrement, du Front populaire, qui a été si ignoblement et lâchement assassiné. Nous allons avoir à commémorer cette année, le Conseil national de la résistance, cette époque. L'objectif que s'était fixé Jean Zé, c'était à la fois, et ça reste profondément le nôtre, démocratiser l'enseignement, permettre la réussite de tous, lutter contre les inégalités, donner à chacun, quelle que soit son origine, le lieu où il se trouve, d'où il vient, le meilleur de la culture. Et en même temps, une grande ambition pédagogique qui repose sur la confiance. C'est un terme qui revient souvent maintenant. Grande ambition pédagogique qui repose sur la confiance que nous devons faire aux enseignants, et donc qui est de libérer l'initiative des enseignants. À l'époque, j'évoquais tout à l'heure des innovations pédagogiques, on pourrait penser à Célestin Freinet, il fait cesser les procédures contre Célestin Freinet. Il crée les classes de fin d'études, il met en place des travaux de groupe, il définit même la liberté pédagogique. C'est important, et nous avons ce débat devant nous avec le Conseil supérieur des programmes. C'est important que nous soyons capables de revoir notre socle, l'articulation au programme, l'évaluation. Mais c'est important que le ministre ne soit pas celui qui dicte, parce qu'il est une personnalité politique, aux pédagogues ce qu'ils doivent faire. J'ai perçu ces dernières années des tentations. Il n'y en aura plus, il n'y en aura pas. Tout notre mouvement de refondation de l'école de la République, c'est un mouvement qui doit reposer à la fois sur la primauté à la pédagogie et la confiance accordée aux enseignants. Nous retrouvons, et vous le savez, nous mettons cette double ambition de justice et de liberté au cœur de notre refondation. Et je voudrais, car vous êtes sans doute de bons connaisseurs, insister un peu maintenant sur ce point. Dans notre idée, refonder l'école, c'est être capable aussi de repenser les rapports de l'institution à l'innovation. Je viens de le dire, ce n'est pas au ministre qu'il revient d'enjoindre aux enseignants à innover. D'abord parce qu'ils le font, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut surtout leur permettre de le faire davantage. Aucune innovation qui serait dictée par le haut, programmée par le ministre, ne pourrait réussir. Et en même temps, nous le savons, et c'est un de nos enjeux. J'avais tenu, d'ailleurs, dès ma nomination, à me rendre devant les enseignants innovants, et je salue François Jarreau et le café pédagogique. Nous voulons être en capacité de décloisonner, car et je viens d'avoir 3 exemples avec ceux que nous allons primer tout à l'heure, lorsque une expérimentation, une innovation, évidemment porte ses fruits réussis, nous voulons essaimer, nous voulons partager, nous voulons être capables de faire qu'elle dépasse le seul cadre d'une classe ou de quelques établissements. Il faut donc organiser la rencontre de l'institution et de l'innovation. Ne pas laisser l'innovation à un particularisme et ne pas étouffer l'innovation par l'organisation institutionnelle. C'est pourquoi nous souhaitons faire en sorte que l'innovation, portée par ceux qui innovent vraiment, soit simplement encouragée et libérée par l'institution. C'est
cela que j'ai demandé à ma collègue, elle est venue me parler, Georges Boulangevin, à la demande de beaucoup d'enseignants, de remettre en place le Conseil de l'innovation. Ça fait plusieurs mois que je reçois des uns et des autres, des SMS, des lettres, en disant « Vous l'aviez annoncé il y a quelques mois, c'est long, on attend, ça y est. » Nous avons ce Conseil de l'innovation. Et vous le savez, il va avoir toutes ces tâches à accomplir. Dans le travail que nous faisons, dans l'état d'esprit qui est celui aujourd'hui de la Direction générale de l'enseignement scolaire de Jean-Paul Delahaye, ceux qui innovent doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Non pas, je le disais tout à l'heure, parce que nous allons prescrire, parce que nous allons systématiquement évaluer, parce qu'il faut aussi quand même évaluer, vous le savez bien, mais pas nécessairement nous-mêmes, mais parce que nous allons encourager, permettre, diffuser ces différentes initiatives.